Vous y êtes? Donc ce que vous devez avoir, vous, dans votre dossier, c'est un dossier nommé Lengen et un dossier Proclipse. Vous devez avoir ces deux-ci, vous. Dans Lengen, ce qu'il y avait dans le zip, Lengen. Il y a juste deux trucs, il y a moitié rien dans Lengen. Si je l'ouvre ici, hop, tac, SRC, et alors il y a data aussi. Vous avez SRC et data. Je vais vérifier que c'est bon. Chez toi, ça marche déjà, hein, Aurélie? Chez les autres? Ouais, alors. Ouais, c'est bon. Là, ça te dit. Ça marche. Un nouveau dossier. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tac, il va démarrer. Comment ça démarre? Tu peux directement demander un dossier n'importe où. Oui, mais tu peux décider directement. Je pensais que ça devait être un explorateur de fichiers. Et alors là, tu vas dans ton dossier. Là, ouais. Alors tu vas dans Workspace. Ouais, mais ton Workspace, il est dans ton ça tape aussi directement vers ton ISO. Tu vas dans utilisateur. Et là, tu as Workspace. Là, tu peux te mettre un raccourci là-bas. Tu l'ouvres. C'est là-dedans, c'est dans Workspace que tu dois décider. Proclipse et Lengen. Ça marche chez toi? Ah, ça y est, ça commence à aller. Et là, si toi tu veux tester tout ça, voilà, ça s'ouvre dans ton éditeur et là tu peux t'appeler. Alors en ligne. Allô, allô. Ah, c'est revenu, donc c'est bon. Il y a quelques... Alors rapidement pour ceux en ligne qui ont loupé l'intro, l'idée
De toute façon, l'info, elle est disponible sur le wiki. Alors sur le wiki, vous allez dans Proclipse et vous suivez les instructions d'installation qui sont là-dedans. Tout est là et c'est exactement ce qu'on vient de faire, quoi. Donc sous Windows, il faut installer Java. Sous Mac OS X aussi, sur Linux aussi. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Mais bon, bref, je vais continuer. Donc, alors, ici, en tout cas, tout le monde est bon? Toi, tu as su lancer le premier truc? Tu as su lancer l'engine? Donc, une fois que tu as installé, donc une fois que tu as un projet qui s'appelle Proclipse, c'est un projet qui s'appelle l'engine dans ton workspace, tu ouvres SRC ici, si tu veux. Donc, hop, ici là-dedans, il y a un fichier qui s'appelle l'engine.java. Et ça, c'est la classe qui va permettre de démarrer l'appli. Alors tu dois recréer aussi un nouveau, tu dois faire New Java Project de nouveau. Et tu donnes le même nom que ce que tu as sur ton disque dur. Normalement, une fois que vous avez fait tout ce qu'il faut, vous appuyez sur vous lancez l'application et vous avez un magnifique écran noir avec un FPS qui est aussi aux alentours de 60 normalement. Là ici c'est un peu plus chez moi, mais chez vous, enfin voilà. Et vous avez votre applet qui tourne, quoi. C'est bon pour toi aussi, Michel? Aurélie aussi, c'est bon? Il tourne à 59, ce qui me vexe un petit peu. Ah, sous Linux c'est toujours mieux, hein. Moi j'ai au-dessus de 60. Hein. Ouais, je fais ça. Ah ouais. Mais bon. C'est bon pour tout le monde? Vous avez ça? Tant que vous n'avez pas ça, on ne sait pas aller beaucoup plus loin. C'est bon? Et toi tu regardes. Ah merde, il est complètement frisé. Il y a un décalage. C'est bon. Et moi j'ai l'image. Ouais, C'est dégueulasse. attention à la taille, tu peux descendre. Non, moi c'est une vidéo. Non, c'est une vidéo. Non, Ah, la diminuer de taille, tu peux la diminuer. je me disais bien, c'est bizarre, C'est là où c'est bon? Ouais. J'ai pas touché. À quoi il tourne plus? Non, si, je viens de relancer normalement. Mais moi j'étais sur une vidéo. Mais... Je viens de relancer aussi, mais en fait, il y a plein de... Tu dois aller dans le... Quand tu es dans ton workspace, j'ai vu que tu dis, parce que d'habitude ça fait des images chaque fois. Tu vas dans le Java. Ouais. Michel, c'est juste jeter un œil sur Twitch. Maintenant j'ai un petit peu correct. De quoi? Tu sais aller vite sur Twitch. Twitch. J'ai un pseudo correct, je m'appelle juste un nouveau ici. tch.tv Non, mais comment slash pour le live Francky T'es un champion du monde, hein. ça fait Voilà. go. Et là Je dois te voir en direct. tu dois voir, ouais. Comment ça? Ouais. Vous aimez ce que vous regardez? Ah oui, j'adore. Live, c'est bon. Ouais, c'est juste que la connexion ici à l'intérieur, elle est bof. Quand tu passes par un autre canal, c'est bon. Oui. Bonjour, Nick27. Ouais, mais ça devient compliqué.
Bon. Et donc, Tadadam. Est-ce que toi, tu y es? Toujours pas? Attends, je vais venir te donner un coup de main. C'est bon, c'est là. Et maintenant, tu dois déjà faire ton dossier Engine. Ça, je vais pas trouver la tête en fait. Dans ton Workspace. Ah non. D'abord, aller dans ton Workspace dans l'explorateur de fichiers. Comme d'abord. Là, ça c'est déjà bon. Et vous avez pu lancer. On va pouvoir y aller. Bon. Je fais juste une petite explication. On continue à installer Nelly, je pense. C'est ça? Je me trompe. Donc, par rapport à Processing, quand vous arrivez ici dans Proclipse, vous avez une vraie classe Java en face de vous et pas un truc simplifié qui va vous permettre de coder plus facilement. Ici, on a besoin que tout soit bon et tout soit bien expliqué puisque on est dans Eclipse et Eclipse n'a pas les mêmes règles de compilation que l'IDE de Processing, ce qui veut dire qu'il va être il va vous passer moins d'erreurs. Et la principale différence qu'il y a par rapport à ce que vous avez dans Processing, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le setup, normalement, là-dedans, ici dans setup, on mettait side. Dans Proclipse, puisque vous compilez en Java, il faut mettre, je ne sais pas puisque, mais il y a un effet secondaire ça doit être mis dans une méthode qui s'appelle settings. C'est la principale différence. Au niveau de... Le setup fonctionne toujours, c'est toujours là, ici, qu'on va aller déclarer les choses qu'on va utiliser après dans notre draw. Mais la seule différence notoire au démarrage, c'est de devoir mettre settings et la taille là-dedans. Après ça, on a notre méthode draw, comme d'hab, qui va être appelée à chaque rafraîchissement de fenêtre. Et enfin, en dessous, vous avez un public statique main, ceci. Tournez la caméra par là. Hop. Vous avez un public static main. Et ce truc-là, c'est ce que Processing rajoute pour vous à chaque fois que vous appuyez sur Play. Dans l'IDE Processing, quand vous faites Run, Processing, il rajoute ça. Il rajoute public class, l'engine, extend, blablabla. Tout ça est rajouté pour vous. Ici, vous devez le faire vous-même. Et le truc super important ici dans Main, c'est qu'il va falloir aller modifier la chaîne de caractères qui est ici. Donc l'endgen. Si votre classe principale, donc ce qui lance l'application, puisque ça c'est votre classe principale, si votre classe principale s'appelle autrement que l'engine, vous devez aller utiliser le nom de la classe. Donc vous recopiez le nom de la classe et vous le mettez ici. Alors, modifier le nom d'une classe, ça ne se fait pas comme ça en Java. Si vous essayez tout de suite, il va falloir aussi renommer le nom du fichier Java. Mais soit. Mais basiquement, ça fait exactement la même chose que Processing. Ça vous ouvre une fenêtre. Si je change la background color, ça va faire exactement ce que je lui demande. Donc on est exactement comme dans Processing. Tout ce que vous utilisez dans Processing, toutes les méthodes, toutes les statiques, donc pi, half pi, etc., tout ça est disponible ici. C'est exactement le même code que ce que vous avez dans Processing. Alors, ce pourquoi, moi je l'ai mis en 800-600 puisque j'ai une toute petite résolution. Vous pouvez le mettre beaucoup plus haut si vous voulez. 1200 x 720, typiquement, ce que j'ai fait dans la démo. Est-ce que ça marche chez tout le monde, cet exemple?
Alors, juste un petit truc. Si jamais vous continuez à utiliser Proclipse, il y a sur Bitbucket, il y a un petit projet qui s'appelle A Project, qui vous redonne, dans lequel vous avez un empty example avec tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Grosso modo, c'est exactement la même chose que ce que vous avez dans l'engine. Pour créer mon projet d'engine, musique, quoi, c'est super sympa. Pour créer mon projet l'engine, j'ai simplement recopié mon projet par défaut et je l'ai renommé l'engine. Et j'ai renommé ma classe principale. Le Bitbucket, il est où? Sur le Bitbucket, c'est dans les downloads. Donc dans Download, ici dans Bitbucket, Proclipse, Downloads, A Project. Il s'appelle A Project, il fait 1K6, 1,6K. Moi, je vois que Ici, là. de l'autre repository. Ça, c'est pour télécharger tout Proclipse, ça, c'est pour télécharger juste le projet. Il y a d'autres petits projets ici qui sont préparés, et vous voyez où je bosse, comment je les ai faits, quoi. Hein. Parce que les projets qui sont ici, c'est juste les projets que j'ai dans mon Eclipse, que j'ai zippé et que j'ai mis en ligne. Enfin bref. Bon, on va y aller. L'engine. Alors, ce qu'on va faire, pour vous montrer un peu là où on est censé arriver dans 5 cours, j'ai fait mes devoirs, donc j'ai préparé ce qu'on doit faire. Je vous montre le truc complet, ça vous avez une idée de ce que c'est ce truc-là. Donc ce que vous voyez ici, typiquement, bah, c'est un petit modèle, un modèle 3D. La seule chose que j'ai chargée là-dedans, c'est l'image ici en dessous. Donc l'image en noir et blanc qui est ici en dessous, elle me permet de générer un modèle 3D. Le modèle 3D, il est là. Et si j'affiche juste les lignes, c'est le grillage orange que vous voyez ici. Ok ? Donc ça, c'est la première étape de ce qu'on va faire, qui va nous permettre de charger cette image qui nous décrit un peu le relief et de créer le relief à partir de cette image en 3D. Après ça, ce qu'on va faire, une fois qu'on a généré ce relief 3D, qu'on peut modifier en temps réel, on va aller construire des routes dessus. Display data, bam. On va aller construire des routes qui se baladent sur ce modèle 3D. Et avec ces routes, donc au départ c'est juste les traits rouges et les traits oranges, grâce à ces routes, on va aller poser des maisons sur les bords des routes. Et en finale, on va générer la texture du paysage. Ok ? Donc en trois grosses étapes qui sont générer le modèle 3D, générer les routes, arriver à trouver une manière de dessiner les routes et je peux en régénérer autant que je veux. Je peux changer leur nombre, je peux changer leur réaction. Vous voyez ? Je peux faire des routes qui vont toutes droites à travers tout. Je peux faire des routes qui suivent la topologie, donc qui sont influencées par les montées et les descentes. Et je peux changer l'espace des routes. Et j'ai pas exposé ça dans l'UI, mais il y a aussi moyen de mettre plus de maisons, des maisons différentes, etc. Ok ? Vous avez des questions jusqu'ici ? Non ? Bon. On va démarrer alors. Alors, par rapport à Processing, donc dans Processing, ce que vous avez, quand vous avez un dossier data dans lequel vous mettez vos images, vous avez vu ce truc-là, donc le dossier data là. Ici, le dossier data, vous devez le mettre à la racine de votre projet. C'est déjà fait dans l'engine, ce qui fait qu'ici, je vous ai préparé quelques textures, c'est pas les mêmes chez vous, parce que je ne l'ai pas fait exactement pareil. Ok. Voilà, vous avez ça. On va aller jeter un œil dessus.
Alors les textures que vous avez là-dedans, c'est celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Il y a une texture qui ressemble un peu à une sorte de mousse avec un blur dessus. Et je vous en ai chargé deux autres, je vous en ai préparé deux autres, qui vont nous permettre de valider que notre génération de modèle 3D, il est bon. Avec un truc beaucoup plus simple, avec un coin noir et tout le reste blanc, et avec la majorité qui est gris moyen, une bosse blanche et une bosse noire. Le premier truc qu'on va faire, c'est aller les afficher dans l'engine. Pour faire ça, comme dans Processing, et là, je mets pas, quand je veux charger quelque chose dans une classe, je ne me mets pas là. Je ne me mets pas entre l'import et le début de la classe. Je me mets à l'intérieur de la classe. Donc je me mets ici. Et là, je vais aller écrire private pimage gremap. Donc là, je déclare que je dis que dans l'engine, il y a un objet pimage qui s'appelle gremap. Vous avez vu tout ça? Comment pimage, ça vous dit quelque chose? Ouais? Non? Pimage, dans Processing, c'est quelque chose qui va vous permettre de charger une image à partir du disque dur. Grosso modo, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, vous lui donnez le chemin, et il va vous générer une image. Il va vous prendre l'image sur le disque dur et vous permettre de l'afficher. Alors, ici, ce qu'on va faire, une fois qu'on a mis pimage gremap, je vais juste vérifier, c'est bon pour toi, Nelly? Attends. Oui, c'est bon, c'est bien fait. Alors ce qu'on fait ici, c'est qu'on on déclare une variable qui s'appelle gremap. Il n'y a encore rien dedans. Je lance, ça n'a rien changé du tout. Okay. C'est exactement pareil qu'avant. Notre gremap, il va falloir aller charger une des trois gremaps qu'on a ici dedans. Pour ça, je me mets dans Setup et j'écris gremap égale load et bienvenue dans Eclipse. Dans Processing, vous êtes obligé de savoir qu'il faut utiliser load image. Vous n'avez aucune aide. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste commencé par écrire gremap égale load et je sais que c'est load quelque chose pour charger l'image dans Processing. Mais je me souviens plus bien de comment du code exact à utiliser, toutes les manières qu'il y a de charger une image. Je n'ai qu'à écrire load et puis contrôle espace en général. Ou laisser contrôle espace et sur Mac, ça marche ou ça marche pas? Ça ne marche pas. Alors, Pardon, ça marche. Ça marche? Et là, ce que vous avez, ça c'est Eclipse, qui est allé jeter un œil dans PApplet. Et quand vous commencez à écrire load, il va aller chercher dans PApplet tout ce qui commence par load. Tout ce que vous pouvez faire qui commence par load. Et ce qu'il nous faut ici, c'est le premier. Quand vous lisez la définition que vous avez ici, vous avez load image et puis string file name. Nous, on veut charger une image qui s'appelle gremaptest1.png par exemple. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc pour confirmer, je highlight la ligne que je veux utiliser et je fais Enter. Ça me l'ajoute directement. Tout ce qui me reste à faire ici, et là il n'est pas malin à ce point-là, il ne va pas pouvoir aller me donner directement le nom ici, je le recopie. gremap-test01.png. Alors ce que vous voyez ici aussi, voilà, j'ai fini d'écrire ma ligne.
il y a un petit point rouge sur le côté. Ici. Quand vous mettez votre souris dessus, il va vous expliquer ce que ça veut, pourquoi il n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous avez mal fait? Il manque le point virgule. Et bam, ça y est, c'est bon. Eclipse, ce qu'il fait, c'est qu'il compile à la, ce qu'on appelle une compilation à la volée. Donc ça veut dire que pendant que vous écrivez, chaque fois qu'il voit un changement suffisant, il essaye de compiler. Et quand il n'arrive pas à compiler, il vous donne directement l'erreur de compilation. Donc normalement, si vous n'avez pas de rouge dans Eclipse, vous allez appuyer sur Play, ça va fonctionner. C'est pas comme dans Processing où vous lancez et ah tiens, ça pète complètement. Ici, dès que vous voyez du rouge, c'est très mauvais. Quand vous voyez du jaune, c'est pas trop grave. Alors, une fois que j'ai écrit ça, je peux lancer. Il se passe toujours pas grand chose. Hein. Ah ouais, bon. Mon image elle est chargée, mais il se passe rien du tout. Il va falloir que j'aille la dessiner. Je me mets entre le fond et le texte. Et de nouveau, IM. Voilà, ici, qu'est-ce que je vois? Pour afficher une image, il y a la méthode image qui existe. Image. Et elle prend quoi en argument? Elle prend une P-image, un float et deux floats. A et B. Le nom n'est pas terrible, ça devrait être XY. Mais là, c'est A et B. Et donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est à lui dire affiche-moi GreyMap à la position 0, 0. Je lance ça. Et ça y est, mon image elle est chargée. Elle est beaucoup plus grande. Donc c'est normal que vous la voyez pas en entier. Ça marche chez vous? C'est bon, l'image elle est chargée? Nickel. Bon. Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse un peu. Tout le monde a son image visible dans la frame? Toi aussi, Hamza? Tout le monde en ligne? Maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse une seconde. Je veux transformer mon image en un modèle 3D. Vous avez une idée de comment on va s'y prendre pour faire ça? Ouais, c'est ça. Première chose qu'on va faire, c'est l'afficher un peu plus petite. Et on va rester en 640, 360, je pense, pour l'avoir en entier. Là, j'ai juste remis 640 chez moi pour l'avoir en entier, en fait. Ah ouais, mais tu dirais que c'est la taille? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est la taille à l'affichage. Ouais, mais la fonction, on a rentré deux arguments, c'est une fonction, ça. Donc, celle que vous avez utilisée, vous, c'est celle-ci. Et ça, c'est une fonction. Et ça, c'est une autre méthode qui permet de définir en même temps qu'on la positionne sur l'écran, la largeur et la hauteur de l'affichage de l'image. Donc, sur une méthode, ça envoie une fonction en C++. Oui, c'est une fonction, mais liée à un objet. C'est la grosse différence. C'est qu'une fonction, elle est disponible pour tout le monde, tout le temps. Une méthode n'existe que si tu crées un objet. Et la grosse différence aussi, c'est que la méthode, elle est sensible aux paramètres de l'objet. Donc dans ta méthode, tu peux faire des choses différentes si tu configures différemment chaque objet. Tu ne dois pas passer tout le paramétrage à ta fonction. Tu peux sauver des choses dans ton objet et de là, les utiliser quand tu fais ton calcul. Ok. Bien. Alors, on va commencer à faire notre grille. Vous savez comment
on charge les pixels d'une image dans Processing. Comment on accède aux pixels de l'image? Donc dans GrayMap, j'ai mon image. Maintenant, je vais aller chercher les pixels de cette image. Pour aller chercher les pixels d'une image, je peux utiliser un truc qui s'appelle Load Pixels. Ça, qu'est-ce qui va se passer quand vous demandez ça? Tous les pixels qui existent dans la carte graphique vont être ramenés dans le CPU et vont pouvoir être lus un à un. Avant ça, c'est une texture. Donc vous n'avez pas accès aux pixels. Là, vous chargez réellement les pixels un par un de l'image. À partir de ce moment-ci, on va pouvoir lui demander le nombre de pixels qu'il a. Alors pour faire ça, j'utilise un println grammap.pixels.length. On est toujours exactement comme dans Processing. Println ici, c'est quelque chose qui va nous imprimer dans la console. La console, elle est ici en dessous dans Eclipse. Go. Alors ça m'a fait une bonne tripotée des pixels. J'en ai 921 600. On peut vérifier aussi que c'est correct en faisant un bête calcul. On charge une image de 1280 x 720. D'accord avec ça? Sur le disque dur, notre GrayMap Test 1, elle fait cette taille-là. Donc, le nombre de pixels de l'image, c'est bien égal à sa largeur fois sa hauteur. Donc, c'est bien correct. Mais ça a une autre implication. Ça. Les pixels d'une image, ils ne sont pas stockés dans un tableau à 2 dimensions. Ils sont stockés à plat. Donc, quand vous lisez les pixels, ça va de 1, 2, 3e pixel, 4e pixel, 5e pixel. Et puis après ça, il y en a tout un nombre. Il y en a beaucoup. Et après ça, on arrive au dernier. C'était quoi le chiffre encore que j'avais dit? Ah, il est là en dessous. Hop. Et on arrive, non pas... On arrive au dernier pixel. Ça, quand on va lire nos pixels, on va les lire un à un dans une liste à une dimension. Donc, dans les pixels, c'est pas stocké à quel X et à quel Y ils sont. Ils sont tous stockés à plat dans une grande liste. C'est clair pour tout le monde, ça? Ok. Donc, ça veut dire ça, que pour passer à travers tous nos pixels, on va vite s'écrire une petite boucle qui fait ça. Là, en faisant ça, je passe à travers tous les pixels de mon image. Donc j'ai écrit for int i égale 0, tant que i est plus petit que la longueur des pixels, plus i. Vous pouvez écrire aussi i++, ça revient au même, mais plus i est plus rapide. Alors pour en ligne, alors pour Jmoots, il faut que tu télécharges l'engine, le projet l'engine, et que tu l'installes dans Eclipse. Tu le retrouves
tu peux télécharger directement le repo, ici, Download Repository. Ou si tu as déjà commencé et que ça fonctionne déjà à moitié, tu peux juste aller chercher dans le data ici les différents PNG. Alors, ici, si je fais un println, ça va nous prendre une plombe. Si j'imprime i, vous allez voir qu'on passe bien à travers tout. Et on est passé à travers tous les pixels. Alors, ce qui a pris du temps, c'est pas de faire la boucle, c'est d'imprimer i. Une boucle comme ça, de 900 000 de long, si vous faites rien de lourd dedans, ça prend pas beaucoup de temps. Ça se fait en quelques millisecondes. Donc vous n'allez pas avoir de ralentissement notoire là. Ça, c'est le premier truc qui nous permet de passer à travers tous nos pixels. Il y a une deuxième méthode qui est assez pratique. Oui. C'est pas possible, il y avait un raccourci pour suivre la lignée, les questions ensemble, etc. Ah, source format. Shift Ctrl F. Si vous n'avez pas les numéros de ligne aussi, clic droite ici et Show Line Numbers. À partir d'un certain moment, ça va être pratique. La deuxième manière qu'on va avoir pour passer à travers tous nos pixels, imaginons que j'ai besoin de savoir leur X et leur Y. Quand je suis au pixel 222 482, j'ai aucune idée d'où il est en X et d'où il est en Y sur l'écran, sur l'image, ce point-là. Alors je peux faire un calcul ici, mais le plus simple, ça va être de faire un int i égale 0 au début. Donc ça, je vais le commenter pour le moment. Pour le commentaire, c'est majuscule CTRL C. Et j'écris int i égale 0. Donc au début, mon premier pixel c'est 0. Et puis je vais boucler à travers les y et les x. Int y égale 0. Donc une première boucle qui va me passer à travers toutes les lignes. Tant que y est plus petit que grema.8. Et là, plus y. On va faire une deuxième boucle. Oui, pardon. Ça va, vous suivez? Ou ça va trop vite au niveau de l'écriture du code? Ça, c'est une deuxième manière. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, mon image, disons que ça, c'est mon image. Je vais boucler. Donc, je vais augmenter les X tant qu'ils ne sont pas à la largeur de l'image. Donc je vais prendre sur la première ligne, je vais prendre le premier X, le premier pixel, le deuxième pixel, le troisième pixel, etc. Blablabla. Tac. Et quand je vais arriver là, je vais aller à la ligne suivante, pac, et je vais commencer à lire la ligne suivante. Et ainsi de suite. Le seul truc qui me reste à faire ici, c'est que en faisant ça, en faisant ces deux boucles là, j'ai pas le numéro du pixel. Je n'ai que la position X et la position Y du pixel. Pour avoir la position du pixel, je fais juste I égale X plus. Quand on est sur la première ligne, c'est juste X. Quand on est sur la deuxième ligne de pixels, c'est le nombre de pixels de la première ligne plus le X. Quand on est sur la troisième ligne, c'est deux fois la largeur plus X. Donc c'est Y fois la largeur. Si vous me printez ça, on va passer par tous les chiffres aussi.
Alors on revient juste un petit peu en arrière, parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi je vous montrais ça. C'est que pour calculer notre 3D, il faut aller lire la valeur, la luminosité de chaque pixel, ou de certains pixels en tout cas. C'est pour ça que je vous explique tout ça. Vous avez suivi? Vous avez des questions là-dessus? Donc, notamment sur ceci? Ouais. Alors, au départ, je dis que i est égal à 0. Après ça, si je fais ça, je fais ceci. Je ne passe que sur la première ligne de pixels. Logique, je reprends mon image. Je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. J'ai mon image ici. Si je boucle entre 0 et la largeur de l'image, ça c'est mon image, ça c'est 0, ça c'est la largeur de mon image. Je vais lire tous ces pixels-ci. Tout ceux du dessus. Voilà, la première ligne. Mais après ça, je dois lire la ligne suivante. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je dis, pour y allant de 0 à la hauteur de l'image, si je reprends mon image, ça c'est de 0 la hauteur de mon image, pour chaque ligne, je lis toutes les colonnes. Donc ce qui va se passer quand je vais faire ça, la première fois que je passe, donc j'arrive ici, mon code arrive là, hop, là, y il vaut 0. Je continue. A, je refais une deuxième boucle. Dans ma deuxième boucle, la première fois que j'arrive, x il vaut 0, j'arrive là. Et là, qu'est-ce que je fais? I est égal à 0 plus 0 fois 1280. Ça vaut 0. J'arrive ici, je reviens là. X vaut 1, x vaut 1280. À partir du moment où x vaut 1280, j'arrive ici, il ne revient plus là, il revient là. Et il remonte là. Et il recommence sur la ligne 1. Et puis 2, 3, 4, 5. C'est clair ça pour tout le monde? Non? Regarde. Println Y. Je vais vous l'imprimer comme ça. Bam. X. Oui. Oui, il va te le dire. Il te le dit pas? Ah, mais là, pour ça pour lui, c'est compliqué. Une accolade non fermée, ça peut être que tu mets un bout... Tu vois, c'est ce qui emballe vraiment les blocs de code, les accolades. Donc quand tu n'en fermes pas une, lui, il pète un peu les plombs. Il te les ajoute automatiquement aussi. Donc je vous montre le fonctionnement. Voilà, ça crache des infos là derrière. Pourquoi ça commence par Deux quotes. Alors, si je mets deux quotes dans le println ici, c'est pour lui expliquer qu'il ne faut pas essayer de... C'est pour lui dire que le premier truc ici explique que c'est une string qui vient après. Donc, comme ça, j'ai pas de risque d'essayer d'ajouter une string à un int. Parce que le premier truc, c'est une string. Donc, il va convertir ça en string, puis ça en string, puis ça en string, puis ça en string, puis ça en string. Plus x plus entre double quote x fois quoi, plus y plus entre double quote virgule espace i 2 points plus i. Comme ça, j'affiche ça dans ma console et
Peut-être ça va devenir... Alors, j'arrive pas à remonter jusqu'au-dessus, mais on va se remettre ici. Alors, pour madame qui n'était pas sûre de bien comprendre... J'arrive. Alors, qu'est-ce que J'ai arrêté un peu de pause parce que déjà il a fait une fois trouvé des maths en test. Plus X. Déjà ça tu as Plus Y, c'est plus X, Y. quand tu En sais fait, pas trop, ça. tu vois, c'est enfin, les plus que tu as là-dedans, c'est pour afficher le plus. C'est. Tu vois, en C++, tu as le machin comme ça. Ton téléphone, c'est. Ouais. Le plus, ça revient à ça. Ah, bah, oh, le println, il s'est raffiché. Parce que c'est bon. Bah, c'est comme Oui, ça. oui, Tu tout à fait. C'est le toi, tu as cerveau. la place de mettre les crochets comme ça. Tu mets un. Ah, c'est Tu bien. mets un. Ou t'as la suppression du fait de trier. Attends, Mais je moi, ce que je dis, ça me semble bien. Je dois faire l'heure de demande. Gel. Ah. Ah si, il était là. Voilà. Juste une seconde. C'est bon chez toi? Ouais, c'est l'écriture du truc. Oui, tu peux te faire. Oui, mais c'est bon, ça marche. C'est bon, Tu peux recopier les lignes là. C'est bon chez toi? C'est bon? Ah ouais, vous recopiez ce truc-là? D'accord. On va en avoir besoin hein, de ce bazar-là. Alors, juste une petite seconde pour toi qui avais du mal à comprendre les deux boucles imbriquées. Quand je regarde ici, donc tu vois ce que j'ai imprimé. Hein, donc j'imprime X plus fois plus Y plus I. Tu vois? Donc ça, c'est ce qui s'imprime à chaque fois que je passe dans cette boucle-ci et qui est appelé le nombre de fois qu'il y a de pixels, grosso modo. Donc, qu'est-ce qui s'imprime? Donc, X, ici, que j'imprime, ça devient, dans ce cas-ci, 0. Et on est au Y 717. Si tu regardes ici, les X, ils vont monter, ils montent, jusqu'à arriver... Et là, il faut que je descende un peu plus bas. Voilà, ici. Jusqu'à arriver à 1279. Je me souviens que notre image, elle faisait 1280 de large. C'est vrai, je te jure. Notre image fait 1280 de large. Et donc, ici, j'arrive au dernier pixel. J'arrive au dernier pixel ici, sur le bord de l'image, mais je suis tout dans le fond. Donc j'arrive à ce dernier pixel ici. Une fois que j'arrive à ce dernier pixel, et ben mon Y il fait plus 1. Et donc maintenant je suis à la ligne 718. Et je recommence à faire toute la longueur. Et comme ça, pour avoir le numéro du pixel, puisque réellement, on va dire, mon pixel il est rangé dans une longue liste de 921 000 pixels. Il faut aller le retrouver, mon pixel, il faut aller retrouver son chiffre. Pour retrouver son chiffre, je dois faire x plus 718 fois le nombre de colonnes que j'ai déjà fait avant. Et donc, du coup, ça me donne ce chiffre-là, qui est le numéro du pixel.
Ce truc-là, c'est juste ça. C'est juste aller retrouver le numéro du pixel. Ouais. Ouais. Si c'est souligné en rouge, c'est pas cool. Revérifie bien que tu as écrit ça PRI. T'as juste pris une télé? Attends, j'arrive. Parce que tu as peut-être fait une erreur à la ligne du dessus. Parce que tu as un point virgule qui vont, un truc comme ça. Ah, alors, chaque fois que tu as un truc différent, là c'est une string. Et après ça, si je lui additionne un int. Ça, je lui additionne une string. Ça, ça c'est une string vide. On va expliquer ce que c'est. Puis après ça, un truc pour séparer les deux lignes, sinon tu ne sauras pas les lire. Puis après ça, un autre int. Puis encore un autre truc pour séparer pour pouvoir se retrouver. Et puis encore un autre int. Là, ça va fonctionner. Et tu vois, Java, il est d'accord. Pourquoi je vois qu'il y a une image blanche? En fait, quand on lance le programme, tant qu'il compte, l'image est blanche, et après seulement il affiche. C'est ça, parce que là, on voit l'ordre d'exécution des méthodes, en fait. Quand vous lancez votre programme, qu'est-ce qui se passe? Le processing, il fait quoi? Je redescends en dessous. Ici, vous avez applet main, et puis string langn. Ça va aller créer un nouveau langn, et ça va appeler les trucs dans le bon ordre. Et l'ordre dans lequel ça appelle, c'est l'ordre dans lequel c'est déclaré ici. D'abord, il fait setting, puis il fait setup. Il n'arrive jamais dans draw tant qu'il n'a pas fini setup. Donc c'est normal que tu n'aies rien dans ta fenêtre tant qu'il compte. Ok? Alors, on va se commenter le println. On le garde en magasin. Je retire println, je relance. Ça va aller nettement plus vite. Hein. Si vous faites juste ça, il compte, il passe à travers les 900 milliards. Oui. Il y a une commande dans la console pour clear la console. Normalement, chaque fois que tu relances une application, il nettoie la console. Tu sais pas le faire manuellement. Faudra regarder. Il y a peut-être une commande là-dedans, mais c'est pas dans processing. Il va falloir retourner en vrai Java. Oui. Bon. Là, ici, on a notre truc pour passer à travers nos pixels. On va faire une petite opération dessus. Donc, sur nos pixels ici, là, on a le numéro du pixel. Mais on n'y a encore rien fait. D'accord? On n'a pas chipoté à nos pixels. On va aller modifier des pixels. Pour aller modifier un pixel, je dois aller dans GrayMap, là où sont les pixels, aller lui dire, moi je veux aller dans tes pixels. Alors quand je demande pixel, je vois que c'est une liste. Vous voyez, hein, pixel.lens qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est comme ça que je sais que c'est pixel.lens, parce que c'est un tableau. Donc je vais dans les pixels, et je vais aller prendre le pixel i. Comme ça, le pixel i, c'est tous les pixels de l'image. Et je vais lui dire égal, color, 255, 0, 0. Petite idée de ce que ça va faire, ça? On va tout mettre en rouge. Mais il y a encore une opération à faire juste après. Les pixels qu'on est en train de travailler, c'est une copie des pixels réellement affichés. Donc, après avoir modifié tous les pixels, je dois aller demander à mon image de se mettre à jour.
c'est les pixels auxquels tu as accès ici. C'est une copie de l'image qui est dans la carte graphique. Tu n'as pas directement accès à l'image. Il n'y a pas moyen de faire par référence que Alors en Java, c'est un mélange entre des références et des. En Java, quand tu crées un objet, tu ne dois pas le détruire. C'est le garbage collector qui va s'en charger. on peut pas faire manuellement. Si tu le fais manuellement, tu risques de ralentir ton programme. L'idée de Java, c'est de ne pas... Tu crées un objet, si plus personne l'utilise après un certain temps, il est mis à la poubelle automatiquement. Demander la destruction effective de l'objet au moment où tu veux le détruire, ça veut dire que tu appelles la poubelle et tu lui dis « vide-toi maintenant ». Et ça, normalement, c'est optimisé. Le vidage de la corbeille, il se fait dès qu'il y a besoin. Tu n'as pas besoin de le faire souvent. Ça aussi... Ça fait aussi que tu ne dois pas te souvenir... Tu crées un objet d'un côté, tu peux très bien enlever la référence à cet endroit-là et le retenir dans un autre objet, ça va tout à fait être bon. Tu ne dois pas... Puisque tu ne te charges pas de la destruction, tu n'as plus besoin réellement de pointeurs et de références, etc. Du coup, on travaille toujours sur le papier, on ne peut pas travailler sur la version originale à chaque fois. Si, ici, c'est dans le cas des images. Dans le cas d'une image, ça fonctionne comme ça. Si tu modifies ton objet, si je modifie réellement l'engine quelque part, j'ai un accès directement. Hein. C'est pas, on va voir ça après, parce que c'est une question importante. Mais d'abord, on va faire notre grille. Mais tu vas voir. Ça va. Donc, ce que je fais ici, donc je charge tous les pixels de l'image. Je passe à travers tous les pixels en fonction de le X et le Y. Et puis, je mets une couleur dedans. Et puis, je lui demande de se mettre à jour. Si je lance ça, typiquement, je vais avoir tous les pixels rouges. Si je veux voir quelque chose d'un peu plus marrant, je mets XY. Comment ça se fait qu'il arrive à calculer directement tandis que pour nous les afficher il laisse pas attendre. S'il te plaît, comment Comment ça se fait qu'ils ne savent pas en ligne c'est logique. Quand tu regardes ici les chiffres, c'est logique que tu aies des couleurs qui évoluent entre 0 ici et 255 là. Ah non, non, ça je comprends. Mais Ah d'accord. ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi est-ce que quand on a affiché les nombres, ça a affiché les nombres. Oui. Là-bas, il a affiché direct l'image, il n'a pas eu à compter et tout. Ça n'a pas eu besoin de charger longtemps. Parce que le print est très coûteux. Quand tu fais un print en console ici, ça ralentit à mort le programme. C'est l'équivalent du debug. Je ne sais pas si tu as déjà fait du C++ ou du C. Quand tu compiles en debug, c'est très lourd par rapport au release. C'est un peu la même chose. Quand tu as un println, il doit convertir tout ça en string, aller dans la console, imprimer dans la console. C'est très coûteux, quoi. C'est bon pour tout le monde? Le X, Y, Ouais. il va jusqu'à 255 au bout du carré. Après, il considère que comme on dépasse 255, ça reste 255, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est fait par Color. C'est Color qui fait ça. Si tu lui mets n'importe quoi dedans, il remet là où c'est possible de mettre. Si tu veux avoir un truc plus funky, tu mets ça. Pas une fonction random sur processing simultané. Tu peux mettre un random aussi. Random, c'est un peu plus coûteux à... Tout le monde a compris le modulo 255 là? Moi, je préfère l'image. Ça, c'est bon. Ça marche.
Vous pouvez remplacer par du random, etc. Tout ce que vous voulez. Et si par exemple on veut mettre à la place de mettre x, on veut mettre 2x, il faut chaque fois mettre le fois entre. Tu veux multiplier x par x. Ah non, à la place de mettre x, on met 2x. Comme ça? On peut laisser comme ça, il faut chaque fois mettre le fois entre. Ouais, 2x. Bon, les bonnes pratiques sont que tu commences jamais un nom de variable par un chiffre. Ah, c'est x. C'est toujours une lettre. Donc 2x, c'est un truc que tu verras jamais, enfin très rarement en programmation. Tu verras plutôt x2. Mais x2, c'est une variable. Donc tu dois mettre int x2 et puis tu dois dire égal quelque chose. x2, ça n'existe pas tout seul si tu veux. Si tu veux multiplier par 2, tu dois faire ça. Maintenant, on va faire un autre truc. On va mettre en rouge que ce qui est fort blanc. Vous voyez l'idée? Ce qui est très blanc, disons. Plus que 250. Alors, là, on va devoir aller lire la valeur du pixel. Et puis après ça, en faire quelque chose. Et adapter la couleur au cas où. Pour ça, on va devoir utiliser un test if. Et j'espère que c'est ça. Zut. Une seconde. J'ai mon anti-sèche. Hop. Poum 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 poum. Ouais. Mais je l'avais dit. Il est un peu longtemps. Attends, je teste. Non, c'est pas Luminosity. On va directement y aller en vrai. On va demander la valeur rouge. Quoi? Ah, c'est pas c'est brightness, c'est pas luminosity. Parce que moi, j'utilise pas ça en fait. Si la brightness de mon pixel, si la brightness de mon pixel est plus grande que 250, alors je mets du rouge dedans. Là, je vais remettre une couleur reconnaissable, comme ça je sais si ça a fonctionné. Je vais espacer un peu mon code. Voilà. Donc là, ce que je fais, donc je charge, petit récap, je charge mon image, je charge ces pixels, je passe à travers tous les pixels d'une colonne, toutes les colonnes d'une ligne, pardon, et puis après ça, une fois que j'ai fini ma première ligne, je fais toutes les autres. Je retire le chiffre, la position de mon pixel, et là, je fais un test pour savoir si la luminosité de mon pixel, brightness, est plus grande que 250. Si c'est plus grand que 250, donc c'est-à-dire que c'est très blanc, alors je le mets en rouge. Si j'adapte mon seuil, 253, ça va pas changer grand chose, mais on va voir, ça devra bouger un petit peu. Si je descends encore plus, si je mets 25, je vais plus avoir qu'un petit point noir en haut à gauche. Tout le monde est bon là-dessus? Donc le chiffre ici,
ce que me donne brightness, ça va me permettre de faire la hauteur, de pouvoir déterminer la hauteur de mon profilé, de ma carte. Donc, si brightness du pixel, pour aller chercher mon pixel, c'est greymap.pixel, crochet i, est plus grand qu'une certaine valeur, je mets ce pixel en rouge. Ça me permet juste de valider que je peux aller tester la luminosité de chaque pixel. Merci. Vous l'avez? Le 25, ça représente quoi en fait, la luminosité? Alors, ta luminosité, elle va de 0 à 255. Oui, mais quand on choisit la couleur, on choisit dans les 3 couleurs. La brightness, elle fait une moyenne. Avec la moyenne de 3 là. Si tu veux tester un seul canal, tu fais red. Et là, ça va te chercher le rouge. Et donc, tu peux... Et ça, c'est un... Je ne sais pas si on y arrivera, mais il y a moyen de contrôler différents aspects de ta carte avec les différents canaux. Donc tu peux faire ton channel rouge qui gère la hauteur, ton channel vert qui gère là où tu mets de l'herbe, là où tu mets de la roche, là où tu mets de l'eau, etc. Donc, tu peux aller dans une seule image, mettre 3 informations complètement différentes pour chaque pixel. Oui. Oui, j'arrive. Alors, ça vient pas là. Il y en a un qui avait son aile. Il y en a un qui avait son aile. Attends, parce que là, tu as une insert. Le 0. Ok, alors là, ça c'est pas normal, c'est pas distance. Avec la plateforme, ça c'est le mouvement. Je pense que c'est quelque chose qui est pas bon maintenant. Comment on va faire ça? Non. Là. Là, ça va jamais marcher. Ah oui, je sais ce qu'il Il faut faut. que tu emballes ton bloc de code. Déjà, J'ai déjà Alors, Ali, ça, c'est pas ça a aligné comme. ouais, mais comme lui, il l'a fait, mais c'est pas comme ça qu'on parle trop. Hein. De quoi? Ah, Ah oui, les efforts là, ouais, mais bon. non, parce que moi, j'ai envie d'aller dans le paramètre. Pas dans le. Encore, ça c'est juste. Je vais laisser la je vais laisser la ligne qui disait comme le pixel de ta ligne. Ah ouais. Là. Ouais, moi, je pensais que ce serait plus chaud à suivre. C'est plus facile à suivre que le processing qu'on a. Du coup, la première, c'était comme ça, sauf que je mettais des fonctions dans tous les sens. Ça va pourtant? Non, ça... Ah, ça va pas non plus? Ça ne change pas de couleur. Je pense que j'aime changer Mais c'est quoi ce problème? Ouais, ça... Non, ça... Je pense que t'as oublié... Ouais, tu calcules pas I. Hein? Bien. Il y a le code ici. I égale... En fait, ce que tu fais, c'est que tu dis I est égal à 0. Et puis tu changes si le pixel I... Si le pixel I est plus grand que 25. Donc, tu peux avoir au maximum le premier qui change. Et tu dois calculer I à chaque fois. Donc, I égale... Ça, tu dois le taper dans ton code. C'est I égale X plus Y fois greymap.8. Mais pour le brightness, s'il y a juste une des couleurs qui est au-dessus de la limite qu'on se fixe, Ouais. le point va quand même se mettre en rouge ou? Si tu veux être sûr de ça, il y a un petit truc à faire. Regarde, je réécris brightness. Hein. Bam. Tu veux savoir comment il marche brightness? Oui, il faut voir s'il y a, par exemple,
Ouais. Il y a juste le point, s'il y a juste la couleur rouge qu'au-dessus de 25, ça va quand même se mettre en. Contrôle, clic. Voilà. Tu lis ça et tu le sais. On fait comment ça? Alors, comment tu fais? C'est pour ça qu'on peut les... Donc, contrôle, clic. Clic gauche. C'est pareil sur. Et là, tu vas te balader dans ton code. Et tu vas commencer à pouvoir aller chercher les endroits où c'est, quoi. C'est bon, j'ai compris, je comprendrai pas. C'est pas très très compliqué ce code-là. C'est une conversion de système de couleurs. Il y a plus compliqué, mais... Genre une trentaine de lignes de code. Ouais, ça passe pas en 2 secondes. Là, on est pas tous des commentaires. Bien. Tu fais quoi? Contrôle, clic sur le Contrôle, clic sur brightness. Et là, quand je clique là, j'arrive sur PApplet. Donc sur la définition de brightness. Oui. Ici, il est sur une page où, pour les commentaires, ils mettent slash étoile, et puis ils mettent une étoile à chaque ligne. Ça le fait tout seul. Regarde. Et on peut pas mettre slash étoile, étoile slash. Regarde, tu fais ça. Ouais, mais je veux dire, si on met, par exemple, moi, ce que je vais faire mon code, Ouais. slash étoile. Donc le slash étoile à la fin pour faire le coup. Étoile slash. Oui. Étoile slash. Oui, tu peux faire ça. Mais vu que t'es dans Eclipse, tu peux. C'est aussi vachement facile de faire ça, quoi. Et- Bah, contrôle majuscule C. Il y a certainement un raccourci pour faire des commentaires de bloc et pas des commentaires ligne par ligne. C'est juste que moi je prends l'option la plus rapide et puis finalement j'utilise plus que ça. Oui, ça marche aussi. Hein, Donc là, on sait lire la luminosité de nos pixels. Vu qu'on est en noir et blanc, normalement on a les mêmes valeurs sur les 3 canaux, donc on peut très bien se limiter au rouge ou au vert ou au bleu, au premier canal. Notre image étant en PNG, elle est en RGB. Ah, soit, il y a de l'alpha dedans. Je vais mettre red, comme ça on travaille juste avec le canal rouge. Ça fait exactement la même chose. En travaillant avec brightness, ta question elle est judicieuse, c'est que tu as une inconnue sur la manière dont ça marche. Dont brightness est calculé. Si tu veux être sûr, tu mets rouge et tu es sûr que là, la valeur que tu mets dans ton soft d'édition d'image, tu vas la retrouver ici. Compris? J'ai pas écouté. Ça me plaît bien que ta mère. Moi, j'ai essayé un truc. C'est qu'avec brightness, tu passes en HSB. Et donc, il y a une conversion qui est faite dans les couleurs, qui n'est pas si simple que ça. Et comme de toute façon, nous, on bosse avec des images qui ne seront pas utilisées à l'affichage, autant utiliser rouge. Comme ça, tu utilises quelque chose que tu sais aller mesurer dans Photoshop ou dans GIMP, et aller prendre la valeur du rouge dans ton soft d'édition d'image et comparer à ce qu'il y a ici, tu es sûr que c'est la bonne. Bon. Il nous reste un petit quart d'heure. On va faire notre première grille. Non, ça, on va s'en servir massivement la semaine prochaine. Donc vous le gardez dans le projet. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est juste aller faire tourner notre vue. On va aller faire tourner notre image. Pour valider qu'on est bien en 3D, on utilisera ça après. Vous avez déjà vu Push et Pop Matrix? Alors je commence avec ça. Et je vais afficher mon image. Je vais faire une transformation de matrice. Donc en fait une rotation, une translation. Sur mon image. Et je ne veux pas que mon texte soit impacté. Donc je veux pas que mon texte il se retrouve tout penché et qui tourne avec l'image. Je veux que mon texte ici juste après, l'affichage de mon framerate,
doit rester au bon endroit. Mon image doit tourner. Pour faire ça, j'emballe avec un push et pop. J'emballe mon image, l'affichage de mon image, entre push et pop matrix. Push matrix, pop matrix. Ça va me créer toutes les transformations, les translations que je vais faire là-dedans. Elles vont rester uniquement, elles vont concerner uniquement mon image et pas mon texte. Je vais rajouter juste ça. Pour faire tourner mon image, un truc un peu comme ça, de prime abord, je dois utiliser un truc qui s'appelle Rotate, quoi. On est en 3D. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Donc, X, Y et Z. FBI. Oh oui, c'est soit. X, Y, Z. Je dois faire pour que mon image, elle tourne comme ça. Donc pour qu'elle tourne dans le plan de mon écran, je dois la faire tourner dans quel axe? Donc j'ai mon système d'axes dans Processing, et je dois faire tourner mon image pour qu'elle tourne à plat sur l'écran. Vous pouvez répéter les axes? Ah, les axes. Donc il faudrait peut-être savoir où ils sont. Voilà. Et donc on va dessiner nos axes. Pour dessiner un axe, c'est pas très compliqué, hein. On va faire une ligne. Et pour faire une ligne, on commence par lui donner une couleur, sinon on la verra pas. Stroke. Alors la convention, c'est que mon X il est rouge, mon Y il est vert et mon Z il est bleu. Donc stroke 250 5 0 0, ça va être pour mon axe X. Et je fais une ligne en 3D. Donc j'ai besoin de 3 positions pour le début et de 3 positions pour la fin de la ligne. Ça va me faire 6 chiffres. Et là je fais une ligne qui va de 0 à 100 en X. Tous des zéros partout, à part sur X. On va se faire notre Y maintenant. Notre Y. Bam. Je mets, pour le reconnaître, pour être sûr que ce soit le bon, je le mets en vert. Et mon 100 ici, je le mets là. Donc, X, Y, Z de l'origine, X, Y, Z de la fin de la ligne. Et je vais me faire mon axe. Donc ça c'est l'axe Y. Donc ça c'est. Je note axe X. Axe Y. Axe Z. Donc, je mets mon axe X, la ligne que je vais dessiner va être en rouge, et elle va de 0, 0, 0 à 100, 0, 0. Mon axe Y, il est en vert, et il va de 0, 0, 0 de nouveau, pour partir de mon origine, et il va à 100 en Y. Et mon axe Z, il est bleu, et il va à 100 en Z. Et le reste, il reste à 0. Donc je vais dessiner mes doigts. Grosso modo. Et je vais pouvoir comme ça avoir une idée de comment est orienté mon monde 3D. Il y en a un qu'on ne va pas voir. Vous avez une idée duquel? Qui vote pour Y? Qui vote pour X? Qui vote pour Z? On ne peut pas voter deux fois. Bon, c'est le Z qu'on va pas voir. Parce qu'il pointe dans l'écran. Alors on lance ça. Il y a un autre problème qui va arriver très vite.
Alors évidemment, je dois cacher mon image, sinon je ne verrai pas mes axes. Donc je commente tout ça, je le décommenterai après. Et mes axes, eh ben, ils sont pas là. En fait, ils sont là. Juste au bord de ma fenêtre. Moi, je le vois ici. Mais là, vous ne voyez pas, et à mon avis, en ligne, vous ne verrez pas non plus. Sur le bord de ma fenêtre, ici, j'ai une ligne verte et j'ai une ligne rouge. Le centre du monde processing, l'origine, elle est au-dessus, donc dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. C'est pas terrible pour nous. Ce que je voudrais faire, c'est se mettre au milieu de la fenêtre. Je verrai un peu mieux ce que je fais. Pour ça, je décommande push et pop matrix. Je copie tout mon bout de code ici. Je retire ça de là. CTRL X. Je me remets ici. CTRL V. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire glisser l'origine du coin supérieur gauche au milieu de l'écran. Pour ça, tout simplement, translate width divisé par 2, 8 divisé par 2 et 0 en Z. Quand je vais faire ça, je vous montre ce que ça donne. J'ai bien mes axes qui sont au milieu de la fenêtre et je comprends un peu mieux ce qui se passe. Rouge, c'est X. Vert, c'est Y. Z, c'est bleu. Vous avez translate de quoi? Alors j'ai fait un translate. Ah oui, ok. Width et 8, ça me permet de récupérer la taille de ma fenêtre. Mais l'image bouge aussi. Alors l'image, elle bouge aussi, c'est logique. Moi, je l'ai commenté. Tout ce que vous mettez, tant que vous n'avez pas mis pop matrix, vous dessinez dans l'espace translaté. Votre origine a changé pour tout votre dessin jusqu'à pop matrix. C'est Vous avez parlé pour les coordonnées, le 0,0 est en haut à gauche. Oui. Et Y descend et X monte. Non, non. Oui, mais Y descend, X va vers la droite, et le Z, je pense, qui pointe à l'arrière de l'écran. Mais on va jeter un œil là-dessus. Je vais m'ajouter les 3 rotations. Rotate X, rotate Y et rotate Z. Si je veux voir mon axe Z, je dois faire une rotation sur quel axe? Je voudrais voir par où va mon axe Z. S'il va vers l'avant ou s'il va vers l'arrière. Je dois faire tourner quel axe? Un des deux, indépendamment en fait. Je vais vous faire Pour faire tourner progressivement, je vais utiliser le nombre de frames qui ont été affichés, je vais le diviser par un petit chiffre, comme ça ne va pas tourner trop vite. C'est en train de tourner là. Quand ça tourne que dans un axe, je vais mettre mon stroke plus grand parce qu'on voit rien du tout. Si vous voulez que ça soit un peu plus clair, vous mettez stroke weight 5. Typiquement, ça va faire des très gros axes. Voilà. Et là, je vois, je suis en train de tourner dans mon axe X.
progressivement. Donc, j'ai mes axes qui sont mis comme ça. C'est un peu dur à faire. Je prends mon axe X et je le fais tourner. Et donc, mon axe Y, là je suis en train de passer au-dessus des deux. Donc, je suis en train de monter et là je passe de l'autre côté, je recommence à descendre. Je suis en train de tourner donc par rapport à l'horizon. Vous pouvez faire les deux en même temps, vous pouvez faire X, Y en même temps, ça va tourner un peu n'importe comment. S'il te plaît? Ah oui, pardon. Ah oui, excusez-moi. Donc pour faire une division, on peut utiliser un chiffre plus petit que 1. Ok, pour ça, tout le monde ok pour ça? Et le F ici, si je mets pas ça, c'est parce que par défaut, un chiffre écrit comme ça, c'est un double. C'est un double. Vous avez déjà vu les doubles? Les doubles, c'est des chiffres à très haute définition. En mettant ça, ma méthode RotateX, quand je me mets dessus, elle me demande un float. En faisant ça, tout ça est converti en double. En double. Là, ici, ce truc-ci, c'est un double. Parce que je ne lui précise pas que c'est un float. Par défaut, il se met en double. Le F que je mets au bout, c'est juste pour lui dire, considère ça comme un float. C'est un raccourci de ça. Donc si on voudrait ralentir, on mettrait un I à la fin. Alors si tu mets un I à la fin, tout ça va être converti en... Ouais, non, ça va pas marcher. Avec le F, ça marche. Avec le I, ça marche pas. Mais si ça marchait la conversion en int, ça te ferait x0. Hein. Ça bougerait pas. Je crois que D fonctionne. S'il te plaît? Le frame count, ça sera quoi avant pour la faire tourner? Frame count, c'est le nombre de frames depuis le début de l'exécution du programme. Donc ça n'arrête pas d'augmenter. Première frame 0, et puis à chaque frame, il fait plus 1. Et comme ça, en utilisant ça, tu as un truc qui s'incrémente tout le temps et qui fait tourner tout doucement finalement, quoi. Si on met juste un float, ça revient au même, non? Si tu mets ça, à vitesse constante. ça, Oui. ça ne change pas. Tu tournes toujours par la même valeur. Donc ça ne tourne pas. Donc tu prends ton système d'axe et à chaque fois tu fais x0,1. Et c'est tout. C'est pas cumulatif. Pour que ça... Il fait la rotation une fois, puis ça finit. Et puis il nettoie tout, et la prochaine fois qu'il nettoie, il se remet à 0,00 et tu fais tac. Et c'est donc tu fais à chaque fois que tu arrives dans le draw, c'est comme ça, tu fais ça et c'est tout. Et donc finalement ça bouge pas. Pour que ça bouge, faut que ça grandisse tout le temps. Et là tu vas avoir un chiffre qui va à l'infini, qui y arrivera pas vite, mais bon, qui va y aller tout doucement, que tu diminues, que tu divises tout le temps par, dans ce cas-ci, 1000. Là, j'ai fait tourner sur 2 axes, et on commence à un peu mieux comprendre comment est notre monde. Ça bouge pas, ça va bien en fait. Donc t'es bien. Allez, frame count. Ouais. Et t'as fait fois 0, quelque chose? Ça va tourner? Ça tourne et tout. Attention, tu fais ta rotation après avoir dessiné ton ligne. Donc, pendant que tu dessines tes lignes,
Par contre, tu n'as pas fait de translate. Ah oui, c'est vrai. Si je fais ça, translate, là, et chez moi, j'ai mis translate, la largeur de la fenêtre divisée par 2, la hauteur de la fenêtre divisée par 2. C'est bon chez toi, tout va déjà? Essaye de faire tourner ton image. L'image? Essaye de faire tourner l'image à partir de son centre. Ce qu'on voit, c'est que mon image, elle tourne, mais les axes, ils ne tournent pas un peu. C'est parce que tu as mis rotate après avoir dessiné tes lignes. Quasi sûr. Oui. Entre translate et les axes. Oui, tout à fait. Donc ça doit bien être clair pour tout le monde que quand on fait des transformations, des rotations et des translations, on les fait et puis on dessine, et puis on peut en faire une autre et on peut dessiner après, etc. C'est accumulatif, mais ce que vous écrivez entre deux transformations, ben ça garde la transformation du dessus, ça n'utilise pas celle du dessous. Je rentre pas dans les détails, enfin bref. C'est intéressant, mais un peu long. Alors, Vous pouvez me expliquer pourquoi est-ce que si vous mettez en rotation après, avant. avant, Alors, ce qui se passe ici, tu fais push matrix, ça implique un petit peu qu'il y ait une matrice là-dedans. Tu fais, regarde, je fais ça. Tac, bam. La matrice, donc qui définit que je dessine à partir du haut à gauche. Ça, c'est mon point 0,0 de ma matrice. Je fais un translate, donc j'ai tout ce qui va être dessiné après va subir la translate. Je dessine, et ça envoie réellement les informations à l'écran. Hein. Le line, quand tu fais line, il n'attend pas d'avoir fini draw, il dessine directement avec l'état de la matrice au moment où il dessine. elle ne décide pas à chaque fois. Après ça, tu fais rotate, ta matrice est déformée, est rotée. Et ce que tu fais après avoir fait tourner ta matrice, là, il prend en compte cette rotation. Ah d'accord, ouais, d'accord. Ça va? Et quand tu fais pop, tu la remets à 0. Tac. Maintenant, on va essayer de faire tourner l'image. Si j'affiche l'image telle qu'elle, elle tourne déjà. Et on voit très bien que procéder. Ah oui, il faut que j'adapte mon bazar parce que sinon l'image est toute rouge. Voilà, 250, bam. Sbif. Voilà, j'ai mon image qui tourne avec mon système d'axes. Plutôt logique. Par contre, je suis pas très content parce que mon image, elle tourne à partir de son coin supérieur gauche. Il faudrait qu'elle tourne à partir de son centre. Pour faire ça, c'est tout con. Je vais juste aller lui dire de commencer. Mon image, je veux qu'elle fasse 600. Chez moi, elle fait 640 sur 360. Pour qu'elle tourne à partir du. Donc là, pour le moment, l'image, elle est attachée là et je tourne par là. Et bien, tout ce que j'ai à faire pour la faire tourner à partir de son centre, c'est quand je la dessine pas en 0,0, je la dessine à moins sa largeur, moins la moitié de sa largeur et moins la moitié de sa hauteur. Dans ce cas-ci, 320, moins 320, moins 180. SBRDF. Donc mon Z, il pointe bien vers moi. C'est bon pour tout le monde? Si je voulais faire tourner mon image, si je veux faire tourner mon image sur le plan écran, et pas qu'elle tourne en 3D, j'ai juste à commenter ça, à recopier ma rotation ici. Et ça y est.
Mon image, elle tourne sur elle-même, à partir de son centre. Uniquement autour de l'axe Z. C'est ça, parce que tu fais tourner ça, quoi. Et donc, elle reste bien plan, bien carrée, enfin, avec des bords à 90 degrés, elle n'est pas déformée, quoi. Oui, ici. Donc c'est bien ce que je vous montre avec le bout de papier ici. Ça c'est mon image. Je la dessine, quand je la dessine en 0,0, elle est là. Et je dois juste la faire glisser par là, et c'est bon. Ça se dessine à partir du milieu. Bien. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hop. Alors la semaine prochaine, on va attaquer de l'orienté objet, parce qu'ici tout ce qu'on a fait, c'est revoir un peu les bases de processing. C'était un peu lent, juste histoire que tout le monde se mette à niveau. La semaine prochaine, on va vraiment attaquer notre modèle 3D. Et là, on a tout ce qu'il faut. On a bien le contrôle sur notre vue 3D qui va nous permettre de regarder notre modèle de tous les côtés. Et on a ce qu'il faut aussi ici pour aller lire la luminosité de chaque pixel. Est-ce qu'il y a moyen de faire comme en processing avec le mouse X, mouse Y, Yeah. Mouse X. Ça va tourner à fond de balle, hein. Ça va faire un peu mal au... Yeah. Wouhou. C'est un petit peu rude. Je crois qu'il vaudrait mieux diviser par quelque chose pour que tu comprennes ce que tu fais, quoi. Ce qu'on se fera, c'est un truc comme ça. Juste une seconde, je le démarre. Ce qu'on se fera, c'est un truc comme ça qui permet de, en gardant la souris appuyée, de faire tourner notre modèle et puis de le relâcher, qu'il soit bien positionné. Ça va? Allez. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ah, Quand je veux enregistrer au-dessus, ça va pas. non, CVS, ça va te faire un nouveau fichier. Quand tu fais run, il sauve, hein. Ah, dès qu'on compile, il sauve. Ouais. Ah, c'est bon, c'est ça. Ah oui, oui. Si tu fais CVS, tu vas créer un nouveau fichier. Si tu veux être... Alors, quand tu vas fermer, il va te sauver tout ton environnement de travail. Donc, tous les fichiers que tu auras ouverts, ils resteront ouverts, tu les retrouveras tels quels, ton environnement de travail sera réouvert tel quel. Ah oui, c'est un IDE. Vous bossez avec quoi? Visual Studio fait pas ça? Il te réouvre pas tous les fichiers que tu as ouverts? En fait, il faut chercher. Enfin, c'est peut-être nous qui sommes un peu bordéliques, mais. Je veux dire, moi, chaque fois que je recherche, je fais des fichiers parce qu'ils sont jamais. D'accord. Ah oui, oui. Bien, bien.